Bonjour à tous et bienvenue pour le résumé des statistiques. Dans cette vidéo, nous allons revoir les notions importantes en statistique et l'éclaircissement d'autres notions comme le théorème central-limite. Alors en statistique, nous travaillons principalement avec des échantillons, car il est compliqué d'avoir accès à des populations. Avec les échantillons, nous ne pouvons pas observer chaque individu. Nous avons donc construit des métriques pour les résumer. Une manière courante de résumer un échantillon est d'utiliser une mesure de la tendance centrale, comme la moyenne, la médiane ou encore le mode. Cela nous permet de représenter l'échantillon par une seule valeur représentative. Cependant, utiliser uniquement des mesures de la tendance centrale ne donne qu'une partie des informations. En effet, toutes les personnes dans l'échantillon n'ont pas une valeur égale à la moyenne ou à la médiane. Il existe des différences entre les individus que nous pouvons mesurer à l'aide de l'écart-type, des quartiles ou encore des centiles. Ces mesures sont appelées des mesures de variabilité. Donc, en combinant ces deux mesures, nous pouvons résumer un échantillon ou une population de manière précise. Mais nous pouvons encore aller plus loin, en visualisant les données avec des graphiques. La visualisation graphique est un aspect essentiel de la statistique, car elle permet de comprendre les données sous un angle différent et de communiquer les informations de manière efficace. Nous savons que certains phénomènes naturels suivent une distribution normale, comme la taille, le poids, les notes des élèves ou encore la consommation d'énergie. En bref, de nombreux phénomènes naturels suivent sa distribution. La distribution normale se caractérise par des données qui sont principalement proches de la moyenne, et plus on s'éloigne de la moyenne, moins il y a de données. Par exemple, si nous prenons la taille des hommes en France, la moyenne est de 175 cm, avec un écart-type de 6 cm. C'est-à-dire que beaucoup d'individus ont une taille proche de 175 cm, et plus nous nous éloignons de cette valeur, moins il y a d'individus. Il y a plus de personnes qui ont une taille autour de 175 cm que de 190 cm. Une caractéristique très intéressante de la distribution normale est que 68% des données se situent à plus ou moins un écart-type de la moyenne, et 95% des données se situent à plus ou moins deux écarts-types de la moyenne. En reprenant l'exemple de la taille des hommes en France, 68% des hommes en France ont une taille comprise entre 169 cm et 180 cm, et 95% des hommes en France ont une taille comprise entre 63 cm et 187 cm. Jusqu'ici, ces notions sont faciles à comprendre car vous pouvez les visualiser. Cependant, il existe d'autres notions en statistique un peu plus complexes, qui concernent les échantillons. Le but en statistique est d'estimer les caractéristiques d'une population à partir d'un échantillon. La caractéristique de la population que nous cherchons à estimer est appelée un paramètre. Par exemple, supposons que nous avons un échantillon qui indique un taux de chômage de 5% aux États-Unis. À partir de cet échantillon, nous pouvons estimer que le paramètre de la population, c'est-à-dire le taux de chômage dans l'ensemble de la population, est également de 5%. Il existe différentes façons de sélectionner les échantillons. Il y a les échantillons probabilistes et non probabilistes. Dans ce chapitre, nous nous concentrons sur les échantillons aléatoires simples, qui sont parmi les plus importants en statistique. Il est important de comprendre qu'avec les échantillons, il y a de la variabilité entre les échantillons. Si je prends un autre échantillon, j'aurais pu obtenir 3,5% ou 6,3%, des résultats très différents. Donc, les données de l'échantillon ne reflètent pas exactement les données dans la population, car il y a de la variabilité. Il n'est pas évident de comprendre ce concept, car en réalité, nous travaillons qu'avec un seul échantillon. Mais vous allez voir que nous pouvons mesurer cette variabilité avec l'erreur type. La meilleure manière de comprendre la variabilité entre les échantillons est d'utiliser les jeux de probabilité, comme un lancer de pile ou face ou un lancer de dés,
car nous observons cette variabilité entre les échantillons. Pour comprendre la variabilité entre les échantillons, nous allons prendre l'exemple d'un lancer de pile ou face. Avec un lancer de pile ou face, nous pouvons soit obtenir pile, soit face. Dans notre cas, nous voulons connaître le nombre de piles que nous pouvons obtenir. Pour simplifier les calculs, nous allons transformer ce jeu en boîte. La boîte contient un ticket 1 et un ticket 0. 0 pour face et 1 pour pile. Imaginons que nous effectuons un lancer. Cela revient à effectuer un tirage depuis cette boîte. Le tirage représente l'échantillon aléatoire simple et la boîte représente la population. Ici, cela sera un échantillon aléatoire simple de 1 ticket. Vous remarquez que la population est fixe, les résultats ne varient pas, mais d'un échantillon à un autre, les résultats varient. Dans un échantillon, je peux avoir pile, dans un autre, je peux avoir face. Donc, il y a du hasard entre nos échantillons, que nous pouvons quantifier avec l'espérance et l'erreur type. Alors, l'espérance est simplement la moyenne de la boîte. Quand nous effectuons nos tirages, nous avons deux possibilités. Soit nous avons pile, soit nous avons face. Si nous transformons ces possibilités par nos tickets, cela correspond à un ticket 1 et un ticket 0. Pour calculer l'espérance, nous faisons 0 plus 1 divisé par 2, ce qui nous fait 0,5. Cela signifie que si nous effectuons un échantillon de 1 ticket de manière aléatoire depuis la boîte, nous espérons obtenir 0,5 piles. Dans notre cas, cela représente une chance sur 2 d'obtenir pile. Alors évidemment, nous n'aurons pas exactement 0,5 dans notre échantillon, car il y a de la variabilité entre les tirages, entre les échantillons, que nous pouvons mesurer avec l'erreur type. Pour mesurer l'erreur type, nous calculons la variabilité des résultats possibles, c'est-à-dire pile et face. Si nous transformons ces possibilités par nos tickets, cela correspond à 1 et 0. Nous mesurons l'erreur type de la même manière que l'écart type. Nous faisons la racine carrée de 1 moins 0,5 au carré plus 0 moins 0,5 au carré, le tout divisé par 2, ce qui nous fait 0,5. C'est-à-dire que pour un échantillon de 1 ticket, l'espérance est de 0,5, à plus ou moins 0,5 près. Bon, je vous l'accorde que quantifier le hasard pour un échantillon avec un seul ticket n'est pas très utile. Mais passons à deux lancers de pile ou face. La boîte contient maintenant 2 tickets 1 et 2 tickets 0. Nous effectuons 2 tirages avec remise depuis cette boîte. C'est-à-dire que nous prenons un échantillon aléatoire simple de 2 tickets. En fonction de notre échantillon, nous pouvons avoir des résultats différents et nous pouvons quantifier ce hasard avec l'espérance. Quand nous prenons un échantillon de 2 tickets, nous avons 4 possibilités. Nous pouvons avoir face-face, face-pile, pile-face ou encore pile-pile. Et nous pouvons transformer ces possibilités par la somme de nos tickets, c'est-à-dire 0, 1, 1 et 2. Donc pour calculer l'espérance, nous faisons 0 plus 1 plus 1 plus 2 divisé par 4, ce qui nous fait 1. Si nous effectuons un échantillon de 2 tickets de manière aléatoire depuis la boîte, nous espérons obtenir une pile. Alors évidemment, nous n'aurons pas exactement 1 dans notre échantillon, car il y a de la variabilité entre les tirages, entre les échantillons, que nous pouvons mesurer avec l'erreur type. Nous faisons la racine carrée de 0 moins 1 au carré, plus 1 moins 1 au carré, fois 2, plus 2 moins 1 au carré, le tout divisé par 4, ce qui nous fait à peu près 0,7. C'est-à-dire que pour un échantillon de 2 tickets, l'espérance est de 1, à plus ou moins 0,7 près. Si nous résumons les résultats, nous avons le tableau suivant. Nous observons que quand nous passons d'un échantillon à 1 ticket à 2 tickets, l'espérance
double, tandis que l'erreur type augmente légèrement. Encore une fois, quantifier le hasard pour un échantillon avec 2 tickets n'est pas très utile. Mais passons à 3 lancers de pile ou face. La boîte contient maintenant 3 tickets 1 et 3 tickets 0. Nous effectuons 3 tirages avec remise depuis cette boîte. C'est-à-dire que nous prenons un échantillon de 3 tickets. En fonction de notre échantillon, nous pouvons avoir des résultats différents et nous pouvons quantifier ce hasard avec l'espérance et l'erreur type. Quand nous prenons un échantillon de 3 tickets, nous avons 8 possibilités. Et nous pouvons transformer ces possibilités par la somme de nos tickets. Pour calculer l'espérance, nous faisons 0 plus 1 plus 1 plus 1 plus 3 plus 2 plus 2 plus 2, le tout divisé par 8, ce qui nous fait 12 divisé par 8, soit 1,5. Si nous effectuons un échantillon de 3 tickets de manière aléatoire depuis la boîte, nous espérons obtenir 1,5 pile. Alors évidemment, nous n'aurons pas exactement 1,5 de notre échantillon, car il y a de la variabilité entre les tirages, entre les échantillons, que nous pouvons mesurer avec l'erreur type. Nous faisons la racine carrée de 0 moins 1,5 au carré, plus 1 moins 1,5 au carré, fois 3, plus 3 moins 1,5 au carré, plus 2 moins 1,5 au carré, fois 3, le tout divisé par 8. Ce qui nous donne la racine carrée de 0,75, soit 0,86. C'est-à-dire que pour un échantillon de 3 tickets, l'espérance est de 1,5 à plus ou moins 0,86 près. Résumons ces résultats dans le tableau suivant. Nous observons que plus le nombre de lancers augmente, plus l'espérance augmente. Mais, fait intéressant, elle augmente de manière proportionnelle au nombre de lancers. Il y a une relation linéaire entre les deux. Par exemple, avec 2 lancers, l'espérance est 2 fois supérieure à 1 lancé. C'est comme si nous faisions 0,5 fois 2, ce qui nous fait 1. Avec 3 lancers, l'espérance est 3 fois supérieure à 1 lancé. C'est comme si nous faisions 0,5 fois 3, ce qui nous donne 1,5. Et en soi, nous pouvons généraliser cette formule de l'espérance à l'espérance est égale à la moyenne de la boîte fois le nombre de tirages. Et c'est de là que vient la formule de l'espérance pour la somme. Si nous effectuons 100 lancers de pile ou face, c'est-à-dire que si nous prenons un échantillon de 100 tickets, pour calculer l'espérance, nous faisons 0,5 fois 100, ce qui nous donne 50. Donc, dans notre échantillon de 100 tickets, nous espérons obtenir 50 piles ou 50 tickets 1. Alors, évidemment, nous n'aurons pas exactement 50 dans notre échantillon, car il y a de la variabilité entre les tirages, entre les échantillons, que nous pouvons mesurer avec l'erreur type. Nous observons que l'erreur type augmente avec le nombre de lancers. Ce qui est logique, plus vous effectuez des lancers, plus la variabilité augmente. Mais elle n'augmente pas de manière linéaire comme l'espérance. Par exemple, pour le deuxième erreur type, nous ne faisons pas 0,5 fois 2. Pour trouver par quoi est multiplié 0,5, il faut résoudre l'équation suivante. 0,5x est égal à 0,707. Nous faisons x est égal à 0,707 divisé par 0,5, ce qui nous fait 1,414. Donc 0,5 est multiplié par 1,414. Est-ce que vous savez à quoi correspond cette valeur? Cela correspond à la racine carrée de 2. Alors, pas parfaitement, car nous avons arrondi les résultats. Mais sans les arrondis, nous retombons parfaitement sur la racine carrée de 2. Donc, pour le deuxième lancer, nous multiplions l'écart type de la boîte par la racine carrée de 2. Et pour le troisième lancer, si nous faisons 0,5 fois la racine carrée de 3,
nous avons 0,86. Nous retrouvons bien l'erreur type pour 3 lancers de pile ou face. Alors évidemment, les valeurs sont arrondies. Et en soi, nous pouvons généraliser cette formule de l'erreur type à l'erreur type de la somme est égale à l'écart type de la boîte fois la racine carrée du nombre de tirages. Si nous traduisons ceci en statistiques, l'écart type de la boîte correspond à l'écart type de la population et le nombre de tirages correspond à la taille de l'échantillon. Donc nous faisons erreur type de la somme est égal à l'écart type de la population fois la racine carrée de la taille de l'échantillon. Alors cette formule vous l'utilisez rarement car en statistique nous utilisons plutôt la moyenne que la somme et vous allez voir plus tard que la formule est légèrement différente. Si nous reprenons sans lancer de pile ou face, c'est-à-dire que si nous prenons un échantillon de 100 tickets, pour calculer l'erreur type, nous faisons 0,5 fois la racine carrée de 100, ce qui nous donne 5. C'est-à-dire que pour un échantillon de 100 tickets, l'espérance est de 50 piles, à plus ou moins 5 piles près. Donc, si nous prenons un échantillon, nous pouvons avoir 48 piles, mais si nous prenons un autre échantillon, nous pouvons avoir 55 piles. La variabilité entre les échantillons est de plus ou moins 5 piles près. Si nous reprenons le tableau avec l'espérance et l'erreur type, nous observons que plus le nombre de lancers augmente, plus l'erreur type augmente, c'est-à-dire que la variabilité augmente. Ce qui est logique, il y a plus de variabilité pour 100 lancers que pour 2 lancers. Cependant, si nous calculons la variabilité par rapport au nombre de lancers, nous avons le tableau suivant. Nous observons que plus le nombre de lancers augmente, plus l'erreur type augmente en valeur absolue. Cependant, plus le nombre de lancers augmente, plus l'erreur type diminue par rapport au nombre de lancers. Et je peux traduire cette phrase en statistique par plus la taille de l'échantillon aléatoire simple augmente, plus la variabilité entre les sommes des échantillons augmente en valeur absolue. Cependant, plus la taille de l'échantillon augmente, plus la variabilité entre les sommes des échantillons diminue par rapport à la taille de l'échantillon. Si je prends un échantillon de 2 tickets, d'un échantillon à un autre, je peux avoir des résultats très différents. Je peux avoir 0, 1 ou encore 2. Et ces différences par rapport à la taille de l'échantillon sont très élevées. En revanche, si je prends un échantillon de 100 tickets, d'un échantillon à un autre, j'aurai des résultats plus ou moins similaires. Je peux avoir 48, 54 ou encore 46. Et ces différences par rapport à la taille de l'échantillon sont plus faibles. Donc, si je prends un échantillon de 100 tickets, je sais que j'aurai plus ou moins 50 piles. Tandis qu'avec un échantillon de 2 tickets, il y a plus d'incertitude par rapport à la taille de l'échantillon. Et c'est pour cette raison qu'en statistique, nous privilégions un échantillon aléatoire de grande taille. Un échantillon aléatoire de grande taille est plus proche de la population qu'un petit échantillon, car sa variabilité par rapport à la taille de l'échantillon est plus faible. Et ce phénomène est appelé la loi des grands nombres. Plus la taille de l'échantillon aléatoire simple augmente, plus la variabilité entre les échantillons par rapport à la taille de l'échantillon diminue. Imaginons maintenant que je prenne plusieurs échantillons aléatoires simples de 100 tickets depuis la boîte. Pour le premier échantillon aléatoire de 100 tickets, la somme est de 47. C'est-à-dire que nous avons 47 piles. Pour le deuxième échantillon aléatoire, la somme est de 56. C'est-à-dire que nous avons 56 piles. Je prends 1000 échantillons aléatoires simples de 100 tickets, que je résume dans le tableau suivant. Si nous visualisons ces résultats via un histogramme, nous observons que la somme des échantillons aléatoires suit une distribution normale. Ce qui est assez surprenant car la distribution de la population, c'est-à-dire de la boîte, ne suit pas une distribution normale. Alors pourquoi la distribution de la somme des échantillons suit-elle une distribution normale? Et pendant très longtemps, les statisticiens se posaient la même question. Pour répondre à cette question, il faut revenir à la base.
Calculons toutes les probabilités d'obtenir pile en fonction du nombre de tickets. Pour calculer ces probabilités, nous allons nous aider de la loi binomiale. Par exemple, pour un échantillon de 1 ticket, la probabilité d'obtenir un 0 est de 50%. Et cela est pareil pour un 1. Bon, jusque-là, la distribution ne suit pas la distribution normale. Pour un échantillon de 2 tickets où nous faisons la somme des 2 tickets, la probabilité d'obtenir un 1 est de 50%. La probabilité d'obtenir un 0 est de 25% et cela est pareil pour un 2. Encore une fois, la distribution ne suit pas une distribution normale. Pour un échantillon de 3 tickets où nous faisons la somme des 3 tickets, la probabilité d'obtenir un 1 est de 37,5%. Et cela est pareil pour la probabilité d'obtenir un 2. La probabilité d'obtenir un 0 est de 12,5%. Et cela est pareil pour un 3. On remarque que la distribution commence très légèrement à converger vers la distribution normale. Bon, nous n'allons pas continuer pour 4 tickets, 5 tickets, 6 tickets ou plus. Passons directement à un échantillon de 100 tickets où nous faisons la somme des 100 tickets. Je calcule avec la loi binomiale la probabilité d'obtenir une pile, 2 piles, 3 piles, 4 piles, 5 piles, 6 piles, etc. jusqu'à 100 piles. Je visualise les probabilités via un histogramme. Nous observons que la distribution théorique suit une distribution normale, avec une espérance de 50 et une erreur type de 5. Alors, que signifie cette distribution théorique? La probabilité entre 45 et 55 piles est de 68%. C'est-à-dire qu'environ 68% des échantillons aléatoires simples auront entre 45 piles et 55 piles, ce qui est très proche de l'approche empirique. La probabilité d'obtenir entre 40 piles et 60 piles est de 95%. C'est-à-dire qu'environ 95% des échantillons aléatoires simples auront entre 40 piles et 60 piles, ce qui est encore une fois très proche de l'approche empirique. Donc 68% des échantillons aléatoires simples sont compris entre un erreur type par rapport à l'espérance, et 95% des échantillons aléatoires simples sont compris entre deux erreurs types par rapport à l'espérance. C'est pour cette raison que la distribution de la somme des échantillons suit une distribution normale, car la distribution théorique suit une distribution normale. En revanche, si je prends un échantillon de 2 tickets et je prends 1000 échantillons que je résume avec un histogramme, nous observons que la distribution ne suit pas une distribution normale. Ce qui est logique car la distribution théorique ne suit pas la distribution normale. Puisque la distribution théorique ne suit pas la distribution normale, la distribution empirique ne la suivra pas non plus. Je peux faire pareil avec un échantillon de 3 tickets. En prenant 1000 échantillons que je résume avec un histogramme, la distribution empirique suit la distribution théorique. La question qu'on se pose maintenant est pourquoi la distribution théorique suit une distribution normale? Car nous avons pris l'exemple d'un pile ou face, où nous prenons un échantillon de 100 tickets. Mais comment savoir si la distribution théorique suit une distribution normale? Nous ne pouvons pas calculer à chaque fois la distribution théorique. Alors, prenons une boîte complètement différente, avec 19 tickets 0 et 1 ticket 1. Vous en conviendrez, cette boîte est asymétrique. La distribution de la boîte ne suit pas une distribution normale. Si je prends un échantillon de 20 tickets avec remise et je répète cette opération 1000 fois, j'obtiens 1000 échantillons que je résume avec un histogramme. Nous observons que la distribution ne suit pas une distribution normale, ce qui est normal car la distribution théorique ne suit pas la distribution normale non plus. Mais au lieu de prendre 20 tickets, prenons 100 tickets. Nous observons que la distribution empirique commence à converger vers une distribution normale, ce qui est encore une fois logique car la distribution théorique converge elle aussi vers une distribution normale.
Prenons maintenant 1000 tickets. Nous observons que la distribution théorique converge vers une distribution normale, avec une espérance de 50 et une erreur type d'environ 6,9. Et c'est pourquoi la distribution de 1000 échantillons aléatoires simples pour 1000 tickets suit une distribution normale. Donc, même des distributions qui, à la base, ne suivent pas une distribution normale, voient la distribution de la somme des échantillons converger vers la distribution normale, au fur et à mesure que la taille de l'échantillon aléatoire simple augmente. Et maintenant, la question que vous vous posez est: quelles sont les distributions qui convergent vers une distribution normale? Est-ce que toutes les distributions suivent une distribution normale? Non, ce sont les variables dites aléatoires, comme la somme des résultats d'un pile ou face qui convergent vers une distribution normale. Alors, une variable aléatoire est une variable dont la valeur est déterminée par le résultat d'un processus aléatoire. Un processus aléatoire peut être modélisé par une boîte dont nous tirons des éléments de manière aléatoire, comme le lancer d'une pièce ou le lancer de dés. Bon, là vous devez vous dire, pourquoi je vous embête avec ces boîtes et ces processus aléatoires? Car au final, une variable aléatoire est simplement un échantillon aléatoire simple. Donc, si la somme des variables aléatoires converge vers une distribution normale, cela signifie que la somme des échantillons aléatoires simples converge également vers une distribution normale, centrée en son espérance. Plus la taille de l'échantillon aléatoire simple augmente, plus la somme des échantillons aléatoires simples suit une distribution normale. Et c'est la deuxième raison pour laquelle nous choisissons un échantillon aléatoire de grande taille, pour être sûr que la somme des échantillons suit une distribution normale. Parce que si nous prenons un échantillon de 20 tickets, la somme des échantillons aléatoires ne suit pas forcément une distribution normale, comme nous pourrons l'apercevoir ici. En revanche, si nous prenons un échantillon aléatoire simple de 1000 tickets, la somme des échantillons aléatoires suit une distribution normale, même si la population est très asymétrique. Ce phénomène que nous venons de décrire s'appelle le théorème central-limite. Central car il joue un rôle essentiel dans les statistiques inférentielles. Et limite car la somme des échantillons aléatoires simples converge vers une distribution normale, à mesure que la taille de l'échantillon augmente, et même si la distribution de la population ne suit pas une distribution normale. Alors, la question que vous posez maintenant est pourquoi ce théorème joue un rôle essentiel dans les statistiques inférentielles, notamment dans les tests statistiques. Pour répondre à cette question, prenons un exemple. Imaginons que vous vous promenez dans Paris et qu'une personne vous interpelle en vous proposant un petit pari. Si l'individu obtient plus ou égal à 70 piles sur 100 lancers de pile ou face, vous lui donnez 20 €. En revanche, si l'individu obtient moins de 110 piles, il vous donne 20 €. Vous acceptez le pari. L'individu effectue 100 lancers et obtient 75 piles. Vous avez perdu. Alors là, vous êtes un peu surpris, car avec 100 lancers de pile ou face, l'espérance est de 50 piles. Donc logiquement, nous devrions obtenir environ 50 piles. Évidemment, nous n'aurons pas exactement 50 piles, car il y a de la variabilité autour de ces 50 piles. Mais est-ce que cette variabilité qui est autour des 50 piles peut produire un résultat de 75 piles ou plus? Et c'est là que le théorème central-limite entre en action. Avec ce théorème, vous savez que la somme des échantillons aléatoires simples suit une distribution normale. Dans notre cas, la distribution a une espérance de 50 piles avec une erreur type de 5. Donc, 68% des sommes des échantillons aléatoires simples sont comprises entre 45 et 55 piles. Et 95% des sommes des échantillons aléatoires simples sont comprises entre 40 et 60. C'est-à-dire qu'il y a une probabilité de 95% d'obtenir un échantillon aléatoire simple entre 40 et 60 piles si la pièce n'est pas truquée. Mais quelle est la probabilité d'obtenir 75 piles ou plus?
Pour répondre à cette question, il faut savoir de combien d'erreurs type la valeur 75 se situe par rapport à l'espérance. Nous faisons 75 moins 50, le tout divisé par 5, ce qui nous fait 25 divisé par 5, ce qui nous fait 5. 75 piles se situe à 5 erreurs type de l'espérance. Donc nous allons calculer la probabilité d'obtenir 75 piles ou plus. Pour cela, nous utilisons une table statistique de la loi normale pour connaître la probabilité. La probabilité est d'environ 0%. C'est-à-dire que la probabilité d'obtenir 75 piles ou plus si la pièce n'est pas truquée est d'environ 0%. Donc avec ce résultat, nous avons deux réponses possibles. Soit l'individu a une chance incroyable et a réellement eu 75 piles avec une pièce non truquée, soit l'individu essaye de vous escroquer et la pièce est truquée. Je pense que l'individu essaye de vous escroquer et que la pièce est truquée. Mais nous pouvons aller plus loin. Nous savons que le paramètre d'une pièce non truquée pour s'en lancer est de 50 piles. Et nous savons aussi que 95% des sommes des échantillons aléatoires simples sont comprises entre 40 et 60 piles. Que se passe-t-il si nous prenons la somme d'un échantillon avec plus ou moins deux erreurs types? Par exemple, imaginons que nous prenons un échantillon aléatoire simple et nous obtenons 40 piles dans l'échantillon. En prenant deux erreurs types par rapport à cette somme, nous avons l'intervalle 30 et 50. Nous observons que cet intervalle 30 et 50 couvre le paramètre, c'est-à-dire la valeur réelle qui est de 50. Si nous prenons un autre échantillon aléatoire simple et nous obtenons la somme de 60 piles, en prenant deux erreurs types par rapport à cette somme, nous avons l'intervalle 50-70. Nous observons que cet intervalle 50-70 couvre le paramètre, c'est-à-dire la valeur réelle qui est de 50. Si nous prenons maintenant un autre échantillon aléatoire simple et la somme est maintenant de 39 piles. En prenant deux erreurs types par rapport à cette somme, nous avons l'intervalle 29-49. Et maintenant, nous observons que cet intervalle 29-49 ne couvre pas le paramètre, c'est-à-dire la valeur réelle qui est de 50. Prenons un dernier échantillon aléatoire simple et la somme est de 61 piles. En prenant deux erreurs types par rapport à cette somme, nous avons l'intervalle 51-71. Nous observons que cet intervalle 51-71 ne couvre pas le paramètre, c'est-à-dire la valeur réelle qui est de 50. Comme 95% des sommes des échantillons aléatoires simples sont comprises entre 40 et 60 piles, si nous prenons l'intervalle de deux erreurs types par rapport à ces sommes, tous les intervalles couvrent le paramètre. Et comme 5% des sommes des échantillons aléatoires simples ne sont pas comprises entre 40 et 60 piles, si nous prenons l'intervalle de deux erreurs types par rapport à ces sommes, tous les intervalles ne couvrent pas le paramètre. Donc, sur 100 échantillons aléatoires simples, environ 95 échantillons couvrent le paramètre avec un intervalle de deux erreurs types par rapport à leur somme, comme nous l'avons observé pour les échantillons de 40 piles ou de 60 piles. En revanche, environ 5 échantillons ne couvrent pas le paramètre, même avec un intervalle de deux erreurs types par rapport à leur somme, comme nous l'avons observé pour les échantillons de 39 piles ou de 61 piles. Alors là, vous devez vous dire que c'est très bien, mais pourquoi est-ce que je vous embête avec ceci? Rappelez-vous, nous avons conclu que la pièce de l'individu est truquée, mais nous pourrions aller plus loin et connaître le paramètre de cette pièce truquée, c'est-à-dire la valeur réelle de cette pièce truquée pour s'en lancer. Même si la pièce est truquée, le théorème central limite s'applique toujours. La somme des échantillons aléatoires pour cette pièce truquée suit une distribution normale, car elle reste une variable aléatoire, un échantillon aléatoire simple. C'est-à-dire une variable d'un processus aléatoire, mais son espérance et son erreur type sont différentes de celles d'une pièce non truquée.
Donc la boîte est sûrement asymétrique, mais cela ne fait rien car nous avons vu qu'à partir d'un échantillon de 100 tickets, même les distributions les plus asymétriques convergent vers une distribution normale. Nous souhaitons estimer le paramètre de cette pièce truquée. Cette valeur de 75 est peut-être égale au paramètre de la pièce truquée, mais ça, nous ne le savons pas. Cependant, nous savons que 95% des échantillons couvrent le paramètre avec un intervalle de 2 erreurs types par rapport à leur somme. Et environ 5% des échantillons ne couvrent pas le paramètre, même avec un intervalle de 2 erreurs types par rapport à leur somme. Donc, si nous prenons la valeur de 75 avec 2 erreurs types, nous avons une probabilité de 95% que le paramètre se trouve dans l'intervalle 75 moins 2 erreurs types et 75 plus 2 erreurs types. Alors attention, affirmer ceci est faux. Si nous traduisons cette phrase, elle signifie que la valeur du paramètre est comprise dans cet intervalle 95% du temps, et que 5% du temps, elle n'est pas comprise dans cet intervalle. Ce qui veut dire que la valeur du paramètre varie. Elle peut être de 68, 78, 82, 63, 72, etc. Et parmi toutes ces valeurs, 95% sont compris dans l'intervalle et 5% ne sont pas comprises dans cet intervalle. Ce qui est faux, car la valeur du paramètre est fixe. Ce sont les échantillons qui varient. Si le paramètre est de 68, il ne variera pas avec un autre échantillon. Donc, il est incorrect de parler de probabilité. Au lieu de cela, nous parlons d'intervalle de confiance. Nous sommes confiants à 95% que le paramètre se trouve dans l'intervalle 75 moins 2 erreurs types et 75 plus 2 erreurs types. La différence est subtile, mais rappelez-vous, nous calculons les probabilités d'une population à un échantillon. Ce sont les échantillons qui varient qui sont soumis au hasard. Tandis que nous calculons les intervalles de confiance d'un échantillon à une population. Dans ce cas, le paramètre de la population n'est pas soumis au hasard. Il ne varie pas, ce sont toujours les échantillons qui varient. Pour estimer le paramètre de la pièce truquée, nous avons donc besoin de l'erreur type. Comme cette pièce est truquée, l'erreur type ne sera pas forcément de 5. Donc nous allons estimer l'erreur type à partir de l'échantillon de 100 lancés. L'erreur type pour cette pièce truquée est de 4,3. Nous prenons plus ou moins 2 erreurs types par rapport à la somme de l'échantillon, ce qui nous donne l'intervalle 66,4 et 83,6. Nous savons que 95% des échantillons aléatoires simples couvrent le paramètre avec un intervalle de 2 erreurs types par rapport à leur somme. Et environ 5% des échantillons ne couvrent pas le paramètre même avec un intervalle de 2 erreurs types par rapport à leur somme. Donc nous sommes confiants à 95% que le paramètre de cette pièce truquée se situe entre 66,4 piles et 83,6 piles. Peut-être que l'intervalle se situe ici et ne couvre pas le paramètre, ou peut-être ici, ou encore ici. En soi, nous n'avons pas vraiment idée si cet intervalle fait partie des 95% ou des 5%. Mais l'intervalle a plus de chances de faire partie des 95% que des 5%. Depuis le début, je parle de la somme des échantillons aléatoires simples, mais en statistique, nous travaillons surtout avec des moyennes. Par exemple, pour connaître le taux de chômage en France, le taux d'inflation, le salaire moyen, ou encore le taux de conversion d'un site web. Et avant d'aller plus loin, nous devons savoir, est-ce que le théorème central limite s'applique aussi aux moyennes des échantillons aléatoires simples? Pour répondre à cette question, changeons de problème. Prenons une boîte où nous voulons calculer la moyenne. Dans la boîte A, nous avons un ticket 1 et un ticket 0. Alors, cette boîte est exactement la modélisation d'un pile ou face. Sauf qu'ici, nous ne cherchons pas à faire la somme, mais seulement la moyenne. Prenons un échantillon aléatoire simple d'un ticket et calculons l'espérance. Dans notre cas, la moyenne espérée.
Quand nous effectuons nos tirages, nous avons deux possibilités. Soit nous avons 1, soit 0. Si nous obtenons 1, la moyenne est égale à 1. Si nous obtenons 0, la moyenne est égale à 0. Pour avoir la moyenne de la boîte, il faut prendre en compte les deux moyennes. Donc on fait 1 plus 0 divisé par 2, ce qui nous fait 0,5. L'espérance est de 0,5. Mais évidemment, nous n'aurons pas exactement 0,5, car il y a de la variabilité entre les échantillons, que nous pouvons calculer avec l'erreur type. Pour calculer l'erreur type, nous faisons la racine carrée de 1 moins 0,5 au carré, plus 0 moins 0,5 au carré, le tout divisé par 2. Ce qui nous fait 0,5. C'est-à-dire que pour un échantillon de 1 ticket, l'espérance est de 0,5 à plus ou moins 0,5 près. Effectuons la même démarche mais avec un échantillon de 2 tickets. Quand nous effectuons nos tirages, nous avons 4 possibilités. Soit nous avons 0,0 ce qui nous fait une moyenne de 0, soit 0,1 ce qui nous fait une moyenne de 0,5, 1,0 ce qui nous fait aussi une moyenne de 0,5, ou 1,1 ce qui nous fait une moyenne de 1. Pour avoir la moyenne de la boîte, il faut prendre en compte les 4 moyennes. Donc on fait 0 plus 0,5 plus 0,5 plus 1, le tout divisé par 4, ce qui nous fait 0,5. L'espérance est toujours de 0,5. Pour calculer l'erreur type, nous faisons la racine carrée de 0 moins 0,5 au carré, plus 0,5 moins 0,5 au carré fois 2, plus 1 moins 0,5 au carré, le tout divisé par 4. Donc la racine carrée de 0,125 est égale à 0,35. C'est-à-dire que pour un échantillon de 2 tickets, l'espérance est de 0,5 à plus ou moins 0,35 près. Effectuons la même démarche mais avec un échantillon de 3 tickets. Quand nous effectuons nos tirages, nous avons 8 possibilités, donc 8 moyennes. Pour avoir la moyenne de la boîte, il faut prendre en compte les 8 moyennes. Donc on fait 0 plus 1 tiers fois 3, plus 1 plus 2 tiers fois 3, le tout divisé par 8, ce qui nous fait 0,5. L'espérance est toujours de 0,5. Calculons l'erreur type. L'erreur type est d'environ 0,28. C'est-à-dire que pour un échantillon de 3 tickets, l'espérance est de 0,5 à plus ou moins 0,28 près. Bon, nous pourrions continuer comme ça pendant très longtemps, mais résumons les résultats dans un tableau. Nous observons que l'espérance est toujours la même, et ce, peu importe la taille de l'échantillon. Ce qui est assez logique au final. Si nous traduisons l'espérance de cette boîte avec un problème en statistique, nous avons une population avec une taille moyenne de 175 cm. Que nous prenions un échantillon de 1 personne ou de 50 personnes, la moyenne espérée dans l'échantillon est toujours de 175 cm. Donc, l'espérance pour une moyenne est égale à la moyenne de la boîte. Alors, un fait intéressant, l'erreur type diminue au fur et à mesure que la taille de l'échantillon augmente. Et ce qui est encore une fois assez logique. Si nous reprenons l'exemple avec la taille de la population, avec une personne dans l'échantillon et que nous prenons la moyenne, la variabilité est énorme. D'une personne à une autre, nous pouvons avoir des résultats complètement différents. Nous pourrions avoir une moyenne de 195 cm ou de 155 cm, c'est-à-dire une moyenne complètement différente de la population. Mais au fur et à mesure que la taille de l'échantillon augmente, la variabilité entre les échantillons diminue. Parce qu'avec un échantillon de 2 personnes, si nous avons une personne qui fait 1,95 m et une personne qui fait 1,65 m, la moyenne est de 180 cm. Donc la moyenne est moins variable qu'avec une personne dans l'échantillon. Et ceci vaut pour 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, etc.
plus l'échantillon est grand, plus la variabilité entre les échantillons diminue, ce qui rejoint la loi des grands nombres. Nous observons que l'erreur type diminue, mais nous ne savons pas par quel facteur. Pour connaître le résultat, il faut résoudre l'équation suivante. Nous faisons 0,5 divisé par x, ce qui nous fait environ 0,35. Nous mettons le x de l'autre côté, et nous faisons 0,5 divisé par 0,35, ce qui nous fait environ 1,414. C'est-à-dire que l'écart type est divisé par le facteur 1,14, et cela correspond à la racine carrée de 2. Alors évidemment, pas exactement car nous avons arrondi lors de l'erreur type. Donc pour calculer l'erreur type pour 2 tickets, nous avons fait 0,5 divisé par la racine carrée de 2, ce qui nous donne le résultat de l'erreur type de la moyenne. Pour calculer l'erreur type pour 3 tickets, nous faisons 0,5 divisé par la racine carrée de 3, ce qui nous fait environ 0,28. Et nous retrouvons bien l'erreur type que nous avons calculée à la main. Nous pouvons généraliser la formule pour l'erreur type de la moyenne à l'écart type de la boîte divisé par la racine carrée du nombre de tirages. Avec 100 tickets dans un échantillon, l'espérance est de 0,5 avec une erreur type de 0,05. Alors, en statistique, comme nous travaillons seulement avec des échantillons, nous ne pouvons pas prendre l'écart type de la population. Donc, à la place, nous utilisons l'écart type de l'échantillon, qui sert à estimer l'écart type de la population. Donc, l'erreur type de la moyenne en statistique est égale à l'écart type de l'échantillon divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon. Et donc c'est de là que vient la formule de l'erreur type de la moyenne. Mais nous n'avons toujours pas répondu à la question. Est-ce que la distribution des moyennes des échantillons aléatoires simples suit une distribution normale? Pour répondre à cette question, il nous faut calculer la distribution théorique. Mais dans notre exemple, nous prenons la moyenne. Et il est plus compliqué de calculer les probabilités avec la loi binomiale. Alors dans ce cas, nous avons deux choix. Soit nous calculons la distribution théorique à la main, ce qui risque de prendre un temps considérable, soit nous trouvons une petite astuce avec la loi binomiale. Prenons un échantillon de 1 ticket. La probabilité d'obtenir une moyenne de 1 est de 50%, et cela est pareil pour une moyenne de 0. Si nous comparons ces probabilités avec le lancer d'un pile ou face, nous avons bien une probabilité de 50% d'obtenir 1, ce qui correspond à pile, et une probabilité de 50% d'obtenir 0, ce qui correspond à face. Donc, les deux boîtes sont liées. Avec un échantillon de 2 tickets, la probabilité d'obtenir une moyenne de 0,5 est de 50%. La probabilité d'obtenir une moyenne de 0 est de 25%, et cela est pareil pour une moyenne de 1. Si nous comparons ces probabilités avec deux lancers d'un pile ou face, la probabilité d'obtenir 1 est de 50%. La probabilité d'obtenir un 0 est de 25%, et cela est pareil pour un 2. Donc, nous observons que les probabilités d'un lancer d'un pile ou face sont équivalentes à celles de notre boîte, et qu'il me suffit de prendre la moyenne du nombre de lancers pour obtenir les mêmes probabilités pour la moyenne. C'est-à-dire que si je prends la probabilité d'obtenir un pile avec un lancer de 2 pièces, je fais 1 divisé par 2, ce qui me fait 0,5. Ce qui correspond bien à la moyenne de notre boîte avec la même probabilité. Donc, pour calculer les probabilités avec les moyennes, je vais simplement calculer les sommes pour un lancer de pile ou face avec la loi binomiale, puis faire la moyenne. En soi, faire nombre de piles divisé par nombre de lancers, ce qui me donnera le résultat pour les probabilités des moyennes. Pour un échantillon de 3 tickets où nous faisons la moyenne, la probabilité d'obtenir un tiers est de 37,5%, et cela est pareil pour la probabilité d'obtenir 2 tiers. La probabilité d'obtenir 0 est de 12,5, et cela est pareil pour 1. Nous observons que la distribution commence à converger vers une distribution normale. Alors, passons directement à un échantillon de 100 tickets.
Pour un échantillon de 100 tickets où nous faisons la moyenne, la distribution converge vers une distribution normale, avec une espérance de 0,5 et une erreur type de la moyenne de 0,05. La probabilité d'obtenir une moyenne entre 0,45 et 0,55 est de 68%. C'est-à-dire que 68% des échantillons aléatoires simples auront une moyenne entre 0,45 et 0,55. La probabilité d'obtenir une moyenne entre 0,40 et 0,60 est de 95%. C'est-à-dire que 95% des échantillons aléatoires simples auront une moyenne entre 0,40 et 0,60. Donc, 68% des moyennes des échantillons aléatoires simples sont comprises entre un erreur type de la moyenne par rapport à l'espérance. Et 95% des moyennes des échantillons aléatoires simples sont comprises entre deux erreurs types de la moyenne par rapport à l'espérance. Donc, que nous prenions la somme ou la moyenne de variables aléatoires, les distributions tendent vers une distribution normale. Le phénomène observé est que dans un processus aléatoire, les variables convergent vers une distribution normale. Que nous observions la somme, la moyenne ou l'écart type des variables aléatoires, les distributions suivent une distribution normale, à mesure que la taille de l'échantillon augmente. Alors, si on traduit ceci en statistiques, cela signifie que lorsque nous prenons la somme ou la moyenne d'un échantillon aléatoire simple, les distributions convergent vers une distribution normale, à mesure que la taille de l'échantillon augmente. Généralement, même les échantillons les plus asymétriques convergent vers une distribution normale après environ 100 personnes dans l'échantillon. Pour les échantillons symétriques, les distributions convergent généralement plus tôt, autour de 30 personnes. Par exemple, imaginez que nous voulons connaître le taux de chômage en France. Nous prenons un échantillon aléatoire simple de 1000 personnes. Le taux de chômage dans l'échantillon est de 6%. Alors, nous pourrions conclure hâtivement que le taux de chômage en France est de 6%. Mais cela ne prend pas en compte la variabilité entre les échantillons. Si nous prenons d'autres échantillons, nous pourrions obtenir des résultats différents, peut-être 5% ou 7%. Pour mesurer la variabilité entre les échantillons, nous calculons l'erreur type de la moyenne. L'erreur type de la moyenne est de 1%. Alors que nous prenions la moyenne ou la proportion, le résultat est le même. Comme l'échantillon est aléatoire simple et que la taille de l'échantillon est élevée, le théorème central limite s'applique. C'est-à-dire que les moyennes des échantillons suivent une distribution normale. Pour estimer le paramètre en prenant en compte la variabilité entre les échantillons, c'est-à-dire le taux de chômage réel, nous allons utiliser l'intervalle de confiance de 95%. Alors, nous ne savons pas si 6% est proche du paramètre, mais nous savons que 95% des échantillons couvrent le paramètre avec un intervalle de confiance de 2 erreurs types par rapport à leur moyenne. Et environ 5% des échantillons ne couvrent pas le paramètre même avec 2 erreurs types par rapport à leur moyenne. Je peux calculer l'intervalle suivant en faisant 6 moins 1 fois 2 et 6 plus 1 fois 2, ce qui me donne 4 et 8. Donc nous sommes confiants à 95% que le paramètre, c'est-à-dire le taux de chômage réel en France, est compris entre 4 et 8%. Alors peut-être que l'intervalle se situe ici et ne couvre pas le paramètre, ou alors se situe ici et dans ce cas il couvre le paramètre. Ça, nous ne le savons pas. Mais il y a plus de chances qu'il fasse partie des 95% que des 5%. En réalité, ce que nous venons de faire n'est pas très utile en statistique, car pour obtenir un échantillon aléatoire simple, il faut avoir accès à la population. Et si nous y avons accès, il est plus simple de calculer directement le paramètre sur celle-ci, au lieu de s'embêter avec un échantillon. Alors, évidemment, si nous avons juste la population sans les données, il est utile de prendre un échantillon, ce qui est souvent le cas pour les élections municipales.
Donc, si nous n'avons pas accès à la population entière, nous ne pouvons pas obtenir un échantillon aléatoire simple. Dans ce cas, le théorème central limite ne s'applique pas et l'estimation du paramètre devient un peu plus compliquée à calculer. Et vous verrez plus tard comment estimer la variabilité entre les échantillons pour des échantillons qui ne sont pas aléatoires simples. Alors, vous savez que les distributions des moyennes des échantillons aléatoires simples suivent une distribution normale. Mais nous pouvons aller encore plus loin. En statistique, ce qui nous intéresse aussi, ce sont les différences entre les moyennes. Par exemple, nous voulons savoir quel médicament est le plus efficace entre le médicament A et le médicament B. Ou encore, est-ce que le nouvel algorithme de recommandation augmente le nombre de ventes qu'avec l'algorithme déjà existant? Ou encore, quelle est la pub qui génère le plus de conversions entre la nouvelle pub et l'ancienne pub? Et avant de vouloir répondre à ces questions, il faut se demander, est-ce que la distribution des différences des moyennes entre deux échantillons aléatoires simples suit une distribution normale? Pour répondre à cette question, reprenons les boîtes. Nous avons deux boîtes, la boîte A qui contient un ticket 1 et un ticket 0, la boîte B qui contient aussi un ticket 1 et un ticket 0. Alors j'ai pris deux boîtes identiques pour faciliter les calculs. Nous allons mesurer les différences des moyennes entre les deux boîtes. Commençons avec un échantillon de 1 ticket pour chacune des boîtes. Nous savons qu'avec la boîte A, nous pouvons avoir deux moyennes, soit 1, soit 0. Et cela est pareil pour la boîte B. Donc au total, il y a 4 différences possibles. 0, 1, moins 1 et 0. L'espérance des différences est de 0, avec une erreur type d'environ 0,7. Avec deux échantillons de 1 ticket où nous mesurons la différence, la probabilité d'obtenir une différence de 0 est de 50%. La probabilité d'obtenir une différence de 1 est de 25%, et cela est pareil pour une différence de moins 1. Donc nous observons que déjà avec un ticket, la distribution des différences des échantillons aléatoires simples converge un peu vers une distribution normale. Alors allons plus loin en prenant deux tickets. Nous savons qu'avec la boîte A, nous pouvons avoir 4 moyennes, 0, 0,5, 0,5 et 1. Et cela est pareil pour la boîte B. Donc au total, il y a 16 différences possibles. L'espérance des différences est toujours de 0 avec une erreur type de 0,5. Avec deux échantillons de 2 tickets où nous mesurons la différence, la probabilité d'obtenir une différence de 0 est de 37,5%. La probabilité d'obtenir une différence de 0,5 est de 25%, et cela est pareil pour une différence de moins 0,5. La probabilité d'obtenir une différence de 1 est de 6,25%, et cela est pareil pour une différence de moins 1. Donc nous observons qu'avec seulement 2 tickets, la distribution des différences théoriques converge déjà vers une distribution normale. Alors nous pourrions continuer ainsi pendant très longtemps que la distribution des différences convergerait toujours un peu plus vers la distribution normale. Mais au lieu de cela, résumons les résultats obtenus dans un tableau. Nous observons que l'espérance des différences est égale à 0, et cela pour n'importe quel ticket. Ce qui est logique car les espérances pour les boîtes A et B sont identiques, donc l'espérance des différences est égale à 0. Et en soi, nous pouvons généraliser la formule à l'espérance des différences est égale à l'espérance de la première boîte moins l'espérance de la deuxième boîte. Si nous traduisons ceci en statistiques, il suffit de remplacer les boîtes par les populations. Il est logique de penser que l'erreur type des différences est liée à l'erreur type de la boîte A et de la boîte B. Si l'erreur type est très élevée dans les boîtes, elle le sera aussi dans les différences. L'erreur type des différences pour un ticket est d'environ 0,7.
Et nous savons que la racine carrée de 0,5 nous donne ce résultat. Alors, peut-être que la racine carrée de l'erreur type de la boîte A ou B correspond à l'erreur type des différences. Pour répondre à cette question, testons avec 2 tickets en prenant l'erreur type de la boîte A. Nous faisons la racine carrée de 0,35, ce qui nous donne environ 0,6. Malheureusement, cette formule n'est pas la bonne, ce qui est en soi logique, car nous n'avons pris qu'une seule erreur type. La logique voudrait qu'on prenne les deux. Alors revenons au début et reprenons un ticket. Nous savons que la racine carrée de 0,5 donne l'erreur type de la différence. Mais la question qu'on se pose maintenant est comment obtenir 0,5 en prenant en compte les deux erreurs types des moyennes. Pour obtenir 0,5 avec les deux erreurs types de la moyenne, c'est-à-dire 0,5 et 0,5, il me suffit de faire la somme des carrés. Soit 0,5 au carré plus 0,5 au carré, ce qui me donne 0,25 plus 0,25, ce qui me donne bien 0,5. Et si je fais la racine carrée de 0,5, nous retrouvons bien l'erreur type des différences. Alors essayons cette méthode avec 2 tickets. Nous faisons 0,35 au carré plus 0,35 au carré, ce qui me donne 0,125 plus 0,125, ce qui me donne bien 0,25. Et la racine carrée de 0,25 me donne 0,5. Donc nous retombons bien sur l'erreur type de la différence pour 2 tickets. Et en soi, nous pouvons généraliser cette formule en faisant l'erreur type de la différence est égale à la racine carrée de l'erreur type de la moyenne numéro 1 au carré plus l'erreur type de la moyenne numéro 2 au carré. Et si vous vous souvenez, avec le t-test, nous faisons x1 moins x2 divisé par la racine carrée de l'erreur type de la moyenne numéro 1 au carré plus l'erreur type de la moyenne numéro 2 au carré. Et oui, c'est de là que vient la formule du t-test. Nous mesurons la différence entre deux échantillons et nous voulons savoir de combien d'erreurs type se situe la différence observée de l'espérance. Avec 100 tickets, l'espérance des différences est de 0, avec une erreur type d'environ 0,07. Comme la taille de l'échantillon est suffisamment grande et que les échantillons sont aléatoires simples, la distribution des différences suit une distribution normale. La probabilité d'obtenir une différence entre moins 0,07 et 0,07 est de 68%. C'est-à-dire que 68% des échantillons aléatoires simples auront une différence entre moins 0,07 et 0,07. La probabilité d'obtenir une différence entre moins 0,14 et 0,14 est de 95%. C'est-à-dire que 95% des échantillons aléatoires simples auront une différence entre moins 0,14 et 0,14. Donc 68% des différences des échantillons aléatoires simples sont comprises entre un erreur type par rapport à l'espérance. Et 95% des différences des échantillons aléatoires simples sont comprises entre deux erreurs types par rapport à l'espérance. Alors, imaginons que nous prenons un échantillon aléatoire simple avec une différence de 0,14. Si nous souhaitons estimer le paramètre avec cet échantillon, nous sommes loin du paramètre. Mais si nous prenons deux erreurs types par rapport à la différence, c'est-à-dire 0,14 moins 0,07 fois 2 et 0,14 plus 0,07 fois 2, ce qui nous fait 0 et 0,28, l'intervalle couvre le paramètre. En revanche, si nous prenons un autre échantillon avec une différence de 0,20, même avec deux erreurs types, l'intervalle 0,06 et 0,34 ne couvre pas le paramètre. 95% des échantillons aléatoires simples couvrent le paramètre avec un intervalle de deux erreurs types par rapport à leur différence.
et environ 5% des échantillons ne couvrent pas le paramètre, même avec un intervalle de 2 erreurs types par rapport à leur différence. Prenons un exemple avec deux échantillons aléatoires simples de 300 personnes. Comme ce sont deux échantillons aléatoires simples de plus de 30 personnes, le théorème central limite s'applique. La distribution des différences des échantillons aléatoires simples suit une distribution normale. Alors, le premier échantillon a une moyenne de 10 et le deuxième échantillon a une moyenne de 11,5. L'erreur type de la différence est de 0,5. Avec le t-test, nous faisons 11,5 moins 10 divisé par 0,5, ce qui nous fait 3. C'est-à-dire que la différence observée entre les deux échantillons se situe à 3 erreurs types de l'espérance. En consultant la table statistique du t-test, la probabilité d'obtenir un échantillon aussi extrême ou plus est d'environ 0,001%. Comme la probabilité est très faible, nous pensons que la différence est due au traitement. En soi, nous disons que les espérances entre les deux moyennes sont différentes. Et nous pouvons aller plus loin en estimant la différence réelle avec l'intervalle de confiance. Comme nous rejetons l'hypothèse nulle, la différence réelle, c'est-à-dire l'espérance, n'est pas égale à 0. D'après les échantillons, la différence réelle serait de 1,5. Mais nous savons que nous n'avons pas exactement une différence de 1,5, mais une valeur autour d'1,5. Estimons ce paramètre. Nous savons que 95% des échantillons couvrent le paramètre avec un intervalle de 2 erreurs types par rapport à leur différence. Et environ 5% des échantillons ne couvrent pas le paramètre même avec un intervalle de 2 erreurs types par rapport à leur différence. Calculons l'intervalle de 2 erreurs types par rapport à notre différence. Nous faisons 1,5 moins 0,5 fois 2 et 1,5 plus 0,5 fois 2, ce qui nous donne 0,5 et 2,5. Donc nous sommes confiants à 95% que l'intervalle 0,5 et 2,5 couvre le paramètre. C'est-à-dire que l'intervalle peut soit faire partie des 95% d'échantillons qui couvrent le paramètre, soit faire partie des 5% d'échantillons qui ne le couvrent pas. Cependant, nous ne pouvons pas savoir dans quelle catégorie se situe notre intervalle. Donc, que nous prenions la somme, la moyenne ou encore la différence entre plusieurs variables aléatoires, les distributions tendent vers une distribution normale. Si nous traduisons ceci en statistiques, cela signifie que lorsque nous prenons la différence entre deux moyennes d'échantillons aléatoires simples, les distributions convergent vers une distribution normale, à mesure que la taille de l'échantillon augmente. Généralement, même les échantillons les plus asymétriques convergent vers une distribution normale, après environ 100 personnes dans l'échantillon. Pour les échantillons un peu plus symétriques, les distributions convergent généralement plutôt autour de 30 personnes. Et c'est de cette manière que nous comparons deux groupes. Vous savez que la distribution des différences des moyennes entre deux échantillons aléatoires simples suit une distribution normale, ce qui est utile pour comparer deux groupes. Mais en statistique, nous voulons aussi comparer trois groupes ou plus. Par exemple, nous voulons savoir quelle est la page d'accueil qui génère le plus de conversions entre la page numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Ou encore, quelle promotion génère le plus de revenus entre la promotion A, B et C. Et avant de vouloir répondre à ces questions, il faut se demander, est-ce que la distribution des variances entre trois échantillons aléatoires simples suit une distribution normale ? Pour répondre à cette question, reprenons nos boîtes. Nous avons trois boîtes. La boîte A contient un ticket 1 et un ticket 0. La boîte B contient aussi un ticket 1 et un ticket 0. Et la boîte C qui contient aussi un ticket 1 et un ticket 0. J'ai pris trois boîtes identiques pour faciliter les calculs.
Nous allons mesurer les variances des moyennes entre les 3 boîtes. Nous commençons avec un échantillon de 1 ticket pour chacune des boîtes. Nous savons qu'avec la boîte A, nous avons 2 moyennes possibles, soit 1, soit 0. Et cela est pareil pour la boîte B et aussi pour la boîte C. Donc au total, il y a 8 variances possibles. Avec 3 échantillons de 1 ticket où nous mesurons la variance, la probabilité d'obtenir une variance de 0 est de 25% et la probabilité d'obtenir une variance de 0,22 est de 75%, ce qui correspond à la distribution théorique. Mais plus le nombre de tickets augmente, plus la distribution des variances suit une distribution de Fisher. Alors, elle ne suit pas une distribution normale, car avec la variance, vous ne pouvez pas avoir de valeur négative. C'est pour cette raison qu'avec la variance, nous avons une distribution différente des autres, la distribution de Fisher. Donc, nous mesurons la variance entre les groupes par rapport à l'erreur type de la variance, afin de savoir de combien d'erreurs type se situe la variance observée de la variance égale à 0, c'est-à-dire de la variance sous l'hypothèse nulle. Ce qui nous donne la formule de l'ANOVA, variance entre les groupes divisée par la variance à l'intérieur des groupes. Alors, l'erreur type de la variance correspond à la variance à l'intérieur des groupes. Si la variance à l'intérieur des groupes est faible, cela signifie que la variance observée se situe loin de la variance égale à 0. En revanche, si la variance à l'intérieur des groupes est élevée, cela signifie que la variance observée se situe proche de la variance égale à 0. Alors, comme le calcul de l'ANOVA est complexe et long, il y a une méthode plus simple qui est celle-ci. Si j'ai une variance entre les groupes de 100, avec une variance à l'intérieur des groupes égale à 20, j'obtiens 5. C'est-à-dire que la variance observée se situe à 5 erreurs types de la variance sous l'hypothèse nulle, soit 0. Et pour connaître la probabilité d'obtenir une variance aussi extrême ou plus, nous utilisons la table de Fisher. Dans notre cas, la probabilité d'obtenir un échantillon avec une variance aussi extrême ou plus, seulement en raison du hasard, est de 2,8%. Donc nous rejetons l'hypothèse nulle car cette probabilité est trop faible. Donc que nous prenions la somme, la moyenne, la différence ou encore la variance entre plusieurs variables aléatoires, les distributions tendent vers une distribution normale, ou une distribution de Fisher pour le cas de la variance. Alors en statistique, cela signifie que lorsque nous prenons la variance entre plusieurs échantillons aléatoires simples, les distributions convergent vers une distribution de Fisher, à mesure que la taille de l'échantillon augmente. Généralement, même les échantillons les plus asymétriques convergent vers une distribution de Fisher après environ 100 personnes dans l'échantillon. Pour les échantillons plus symétriques, les distributions convergent généralement plus tôt, autour de 30 personnes. Et c'est de cette manière que nous comparons 3 groupes ou plus. Tout ce que nous venons de voir s'applique seulement aux échantillons aléatoires simples. Cependant, en statistique, nous n'avons pas toujours la chance de travailler avec ce type d'échantillon, car pour en obtenir un, il faut avoir accès à l'ensemble de la population, ce qui n'est pas toujours le cas. Et si nous n'avons pas d'échantillon aléatoire simple, le théorème central limite ne s'applique pas, ou alors que dans certaines conditions très spécifiques. Par conséquent, les formules de l'erreur type ainsi que des intervalles de confiance ne s'appliquent pas non plus. Alors, la question que vous vous posez est comment faire pour estimer un paramètre sans échantillon aléatoire simple. Prenons le cas avec l'estimation d'une moyenne. Nous souhaitons estimer le taux de chômage en France.
Nous prenons un échantillon qui n'est pas aléatoire simple. Nous avons un échantillon de 50 000 personnes. Pour calculer l'erreur type, c'est-à-dire la variabilité entre les échantillons, nous allons diviser l'échantillon en n. Par exemple, avec n égale à 2, nous divisons l'échantillon en 2, ce qui nous fait deux échantillons de 25 000 personnes. Dans le premier échantillon, le taux de chômage est de 4,5% et dans le deuxième échantillon, le taux de chômage est de 4,7%. Pour calculer l'erreur type, nous faisons 4,7 moins 4,5, ce qui nous fait 0,2. Donc l'erreur type est de 0,2%. Pour estimer le paramètre, nous prenons la moyenne des deux échantillons, soit 4,7 plus 4,5 divisé par 2, ce qui nous fait 4,6. Le taux de chômage est de 4,6%, avec une erreur type de 0,2%. Alors, comme nous n'avons aucune idée sur la distribution des moyennes, car l'échantillon n'est pas aléatoire simple, nous ne pouvons pas calculer l'intervalle de confiance. Alors, vous devez vous dire que cette méthode est beaucoup plus simple qu'avec un échantillon aléatoire simple. Mais le problème avec les échantillons non aléatoires simples, c'est qu'ils peuvent être biaisés. La force de l'échantillon aléatoire simple est qu'il nous prémunit de tout type de biais, ce qui n'est pas le cas avec les autres types d'échantillons. Donc, même si nous concluons que le taux de chômage est de 4,6% avec une erreur type de 0,2%, nous pouvons encore nous tromper lourdement en ayant un échantillon biaisé. Évidemment, nous ne pouvons pas réellement savoir si l'échantillon est biaisé. Pour avoir la réponse, il faut connaître le résultat du paramètre. Donc, voici comment estimer la moyenne d'un paramètre avec un échantillon non aléatoire simple. Maintenant, imaginez que nous voulons effectuer un test statistique. La question que vous posez est comment faire pour comparer deux groupes ou plus avec un échantillon qui n'est pas aléatoire simple. Si l'échantillon n'est pas aléatoire simple, vous ne pouvez pas utiliser les tests statistiques classiques, comme le z-test, le t-test ou encore l'ANOVA, car ces tests reposent sur l'hypothèse que la distribution des différences suit une distribution normale. Alors pour l'ANOVA, l'hypothèse est que la distribution des variances suit une distribution de Fisher. Et cela est possible seulement grâce aux échantillons aléatoires simples. Donc il faut utiliser une autre méthode. La méthode la plus intéressante est celle des tests de permutation. Mais encore une fois, le problème de ces tests non paramétriques, ce sont les échantillons. Avec les tests AB, nous utilisons souvent des échantillons de convenance. Et il est facile d'avoir un échantillon biaisé, ce qui rend toutes les conclusions fausses. Mais évidemment, cela, nous ne pouvons pas le savoir. Donc, privilégiez toujours les échantillons aléatoires simples dès que possible. J'espère que ce résumé sur les statistiques vous a été utile. Dans les prochaines vidéos, nous allons aborder une nouvelle notion, la régression linéaire.